Pour moi, la calligraphie, c'est le plus grand trésor national de Chine. Ça n'est pas un problème d'écrire sur le sol, même si les mots disparaissent. L'essentiel dans la calligraphie, c'est de recommencer encore et encore. On utilise les carreaux du sol comme de grandes feuilles. À l'écart des gratte-ciel et du tumulte de Shanghai, ces dessins tracés à l'eau ont la durée de vie d'un papillon. Mais ils racontent une culture entière. À mi-chemin entre l'écriture et l'art, les caractères chinois forment chacun un mot. Et il en existe près de 60 000 au total. Pour lire le journal, il faut en connaître au moins 3 000. Maîtriser l'écriture en Chine, c'est bien plus que pouvoir exprimer une pensée, c'est maîtriser le pouvoir. Pendant plusieurs millénaires, la connaissance de l'écriture chinoise est restée l'apanage d'une minorité qui incarne le lien entre le ciel et la terre. Prêtres et princes affirment leur pouvoir depuis les hauteurs du Montaï, l'une des 5 montagnes sacrées de Chine. Je suis un habitant de la région. Je vis tout près du Montaï et je viens souvent m'y promener. Cet endroit possède une atmosphère particulière. C'est le berceau spirituel de la culture chinoise. Ici apparaissent les prémices de l'écriture chinoise dès le XIVe siècle avant notre ère, quand des prêtres gravent sur des écailles de tortue les oracles qu'ils ont reçus du ciel. Les archéologues considèrent que l'écriture, à l'époque, jouait un rôle dans les rituels. Elle aidait les gens, qui étaient alors ignorants, à se tourner vers le ciel pour connaître l'avenir. À la suite des prêtres, les princes, à leur tour, apposent ici leur marque par l'écriture. À la tête de royaumes rivaux qui divisent la Chine, ils se disputent en particulier le territoire emblématique du Montaï. Pour attester de leur conquête, ils en font graver le récit dans la pierre. À l'intérieur du temple se trouvent de nombreuses inscriptions sur des stèles très anciennes. Il y en a une juste derrière nous, qui est la plus vieille pierre gravée de Chine. L'écriture est pictographique. Par exemple, un cercle avec un point signifie le soleil et un crochet incurvé, la lune. Pour dire un bœuf, on dessine une corne de taureau. Cela montre qu'à l'origine, les idéogrammes chinois reproduisent un objet ou une scène de la vie. Mais d'un royaume à l'autre, ces idéogrammes prennent des formes diverses. Jusqu'à ce qu'un souverain se saisisse de l'écriture pour en faire un outil de domination globale. En 219 avant notre ère, depuis le sommet du Montaï, l'empereur Qin proclame l'unité de la Chine. Il impose dès lors une écriture commune à l'ensemble des royaumes qu'il vient de conquérir. Pour en attester, il est le premier à apposer sur la paroi du Pictaguan les idéogrammes emblématiques de sa puissance. C'est l'endroit en Chine où l'on trouve le plus d'idéogrammes gravés dans la pierre. Sur cette paroi, qui mesure 17 mètres de haut par 40 mètres de long, il y a plus de 200 idéogrammes. L'empereur Qin a gravi le Montaï pour affirmer son pouvoir. Depuis le sommet, il a proclamé l'utilisation d'une seule écriture à travers toute la Chine, en même temps que l'unification des poids, des mesures et de la monnaie. Cela a permis de faciliter les échanges culturels, de développer l'économie et de renforcer la puissance du pays. Pour faire de l'écriture le ciment de la civilisation chinoise, l'empereur établit une liste de 3000 idéogrammes dont il fixe la forme.
Quel que soit le dialecte, parmi la vingtaine qui sont parlés sur le territoire de la Chine, l'écriture sera identique. Pour unifier les 6 royaumes, l'empereur Qin a repris l'écriture utilisée par sa dynastie et il l'a mélangée avec celle qui était pratiquée dans cette région. C'est ainsi qu'a été inventée l'écriture chinoise, qui est très fine, avec des lignes équilibrées et une taille uniforme, conforme au nombre d'or. La complexité de l'écriture est telle que seuls ceux qui bénéficient d'une éducation poussée peuvent y accéder. Peu de gens savaient lire et écrire à cette époque. La classe dirigeante, les lettrés et les médecins étaient généralement les seuls à posséder ce savoir. L'écriture était ainsi un outil qui permettait à la classe dirigeante de contrôler le peuple. Par exemple, à travers les décrets, publiés par écrit, que les gens ne comprenaient pas. Au-delà des textes, l'élite affirme sa supériorité culturelle en développant un art sophistiqué de l'écriture, la calligraphie. La calligraphie vise à transmettre des émotions par la forme des lignes et le rythme de l'écriture. Elle exprime de manière artistique les pensées et les sentiments de son auteur. La calligraphie est une sorte de musique silencieuse et de sculpture invisible. Une musique à laquelle le peuple reste sourd car il n'est pas initié. 20 siècles après la naissance de l'écriture chinoise, celle-ci reste l'instrument des notables jusqu'à la révolution de 1949. Quand il devient président de la Nouvelle République populaire de Chine, Mao Zedong renverse l'élite au profit du peuple. À Shanghai, ville par excellence des affaires et des inégalités sociales, les écoles primaires fleurissent avec l'arrivée des communistes. L'éducation existait avant la Révolution, mais elle n'était pas aussi répandue. Nous avions des écoles privées, c'est-à-dire de petites écoles ouvertes par l'enseignant lui-même. Bien entendu, les familles qui pouvaient se permettre d'envoyer leurs enfants dans ces écoles étaient les plus riches. La plupart des gens n'avaient donc pas la possibilité de s'instruire. Et le niveau général d'éducation du pays était faible. Le taux d'analphabétisme atteignait 80% dans les premières années du nouvel État. Le président Mao a voulu réduire le nombre d'analphabètes et pour cela, il a mis en place 9 années d'enseignement obligatoire. Pierre angulaire de cette éducation populaire, l'idéogramme devient à nouveau un outil politique, avec des slogans comme celui-ci que nul n'est censé ignorer. Brandir l'étendard du socialisme à caractéristiques chinoises et s'efforcer sans relâche de réaliser le rêve chinois du grand rajeunissement de la nation. Dans les premiers temps de la nouvelle Chine socialiste, il a fallu mettre en place toute une nouvelle culture. Les idéogrammes étaient le vecteur de cette culture. S'ils avaient été trop compliqués, cela aurait découragé les gens d'apprendre. Le président Mao a voulu en simplifier l'écriture et réduire leur nombre pour rendre l'apprentissage moins difficile. Les nouveaux idéogrammes n'étaient peut-être pas aussi beaux que les anciens, mais cela a été une bonne réforme. Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation des adultes en Chine est de 96 à 98%.
Cette éducation de masse, dans un pays de 650 millions d'habitants, participe de près à la création de l'homme nouveau, qui est la raison d'être du régime communiste. Les élèves apprennent à écrire les idéogrammes tout au long de l'école primaire, mais aussi au collège et encore au lycée. Depuis la manière dont on doit tenir le stylo jusqu'à la façon d'écrire les caractères de gauche à droite, de haut en bas, ils apprennent la manière la plus juste de les écrire. On leur demande aussi d'écrire de beaux caractères qui doivent tenir droit dans des carrés, ne doivent pas être de travers dans tous les sens. Et ils ont un cours de calligraphie par semaine. En ayant accès à la calligraphie, les nouvelles générations, toutes classes sociales confondues, s'approprient à leur tour cette forme d'art qui permet d'échapper aux règles strictes de l'écriture telle qu'elle est enseignée. À Fujulu, l'une des plus anciennes avenues de Shanghai, de nombreuses boutiques spécialisées proposent tous les accessoires nécessaires pour s'y adonner. Les gens qui fréquentent les librairies de la rue de Fuzhou ne sont pas nécessairement des lettrés ou des professeurs. Ce sont des gens qui s'adonnent à la calligraphie, pas nécessairement des artistes de cet art, mais des gens qui la pratiquent tous les jours. Cette pratique attire désormais, au-delà même du monde chinois, des étrangers comme le sinologue français Joël Bellassène. J'ai choisi le chinois parce qu'avec cette écriture, on est certain d'aller sur une terre inconnue. Je savais que c'était une écriture où il n'y a pas d'alphabet. Je trouvais ça fascinant. Le fait d'être en permanence rivé au sens. On écrit tel que l'on est. Voilà. Ou plutôt, on est libre de puiser parmi plusieurs styles de calligraphie édictés depuis des siècles pour exprimer sa personnalité. Le président Mao, qui était quelqu'un qui a toujours été un peu vif, emporté, etc., était connu pour le style calligraphique qu'on appelle non seulement le style libre, délié, mais une variante de ce style libre qui est le style libre fou. La calligraphie, moyen d'expression intellectuelle s'il en est indissociable du physique. Dans la pensée chinoise, le corps et l'esprit ne font qu'un. Le Tishu, l'art de la calligraphie urbaine, se pratique quotidiennement à l'ombre des parcs de Shanghai. Lorsqu'on suit les préceptes de l'acte de pratiquer la calligraphie, il y a un précepte traditionnel qui dit « D'abord, asseyez-vous droit, respirez, maîtrisez votre respiration, chassez les idées noires de votre tête. » Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans autre chose que simplement une belle écriture, on est dans tout à fait autre chose.